Bon, bah, bienvenue à tous, bienvenue dans le côté vert de la force. On m'a dit de faire un truc sur Star Wars, donc c'est parti. C'est fait. Je suis Olivier Berler, je suis fondateur d'une future plateforme qui s'appelle Carbonifère, qui me permettra de mesurer et de réduire les impacts CO2 et les autres impacts d'une infrastructure cloud. Et c'est porté par un programme d'incubation qui s'appelle MyAmater à Nantes. J'étais jusqu'à une époque récente chez Elastic et il y a un peu plus longtemps, si vous avez vu mon âge, 341 particules par mètre cube de CO2, c'était il y a un petit moment. J'étais à l'INSA, d'où le fait que j'ai mis le vieux logo INSA. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'entends assez souvent et que j'ai même entendu tout à l'heure, juste avant de rentrer dans la salle, ce qui est assez rigolo. Quelqu'un que j'ai entendu dire texto, on s'en fout, on a mis toute notre infrastructure sur le cloud, il n'y a pas de CO2. Voilà. C'est littéral ce que j'ai entendu avant de rentrer dans la salle. Donc effectivement, c'est pas totalement vrai, parce que le cloud, ça émet l'équivalent d'un pays comme la France. Donc c'est quand même assez beaucoup, c'est significatif. On pense que ça a même dépassé l'aviation civile. Donc tout le monde commence un petit peu à avoir des réserves, voire même honte. Il y a même un mot qui existe, je me rappelle plus, de prendre l'avion. Pour autant, utiliser Internet et le cloud, ça nous viendrait pas à l'idée parce que effectivement, c'est devenu quasiment indispensable. Et surtout, on voit pas trop le problème. Pour donner un autre petit exemple, on pense que l'énergie demandée par toute l'IT en 2030 correspondra à 20% de la production d'électricité mondiale. Donc 20%, c'est quand même beaucoup. Et c'est pas que du CO2, il y a aussi du méthane, protoxyde d'azote, de l'hexafluorure de soufre, mais de manière moins chimique, on va dire. Il y a des gros impacts au niveau de l'eau, il y a des gros impacts au niveau avec les mines, sur la biodiversité. Donc j'ai quand même réussi à mettre une jolie photo d'un hérisson. Et l'électricité, c'est pas que du nucléaire ou des éoliennes ou des panneaux solaires. Là, j'ai mis la photo d'une centrale à charbon qui est à côté de Nantes. Donc voilà, vous êtes moins impacté à Rennes, mais en tout cas, l'électricité potentiellement vient de la centrale de Cordemais pour un data center situé à Nantes, qui fonctionne encore au charbon. Et il y a même des impacts au niveau du bruit. Je vous laisserai lire le papier que j'ai mis là, qui est assez intéressant, qui montre que les gens qui vivent dans la data center Alley en Virginie sont impactés au niveau santé par le bruit, permanent des data centers. Pourquoi on devrait s'en inquiéter au-delà des problématiques environnementales qui nous touchent en tant qu'humains? Il y a des réglementations qui commencent à arriver, dont la CSRD qui commence cette année, donc à partir de l'année prochaine. Donc c'est un peu comme les impôts, c'est l'année suivante pour l'année précédente. Donc à partir de cette année, les grandes entreprises doivent mesurer leur impact CO2 de toute leur activité et tous les autres impacts. Mais le plus important, c'est que ça impacte le scope 3, à savoir toute leur chaîne, toute leur supply chain. C'est-à-dire que si vous travaillez dans une entreprise qui potentiellement travaille pour une entreprise qui est dans le CAC 40, typiquement vous êtes impacté aussi. Et ça va se faire progressivement. Donc j'ai voulu changer la slide juste avant, mais je me suis dit je vais pas le faire. Ça ne fait pas de changer les slides 10 secondes avant de rentrer. Mais en gros, SSRD is the new RGPD, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, le problème, c'est qu'on a un petit peu du mal à savoir qu'est-ce qu'on prend comme scope, qu'est-ce qu'on prend comme supply chain, parce que c'est la supply chain en amont, mais aussi en aval. Et donc, du coup, typiquement, ça peut même impacter. On devrait prendre en considération dans les émissions de CO2 aussi les émissions de nos clients. Et donc, du coup, il y a Mozilla qui a fait ce petit exercice et qui a regardé tout leur scope, de tout leur impact de Firefox, je me souviens de son nom. Et du coup, leur impact est principalement situé chez les utilisateurs, 98%. Voilà, c'est logique, ils fabriquent un produit qui est utilisé par tout le monde. Il y en a même qui vont plus loin, qui se disent, au final, on devrait même prendre en compte le Spotify ou le Deezer utilisé par les développeurs. Parce que si vous avez besoin de Deezer pour vous concentrer, de musique, finalement, ça utilise du CO2, ça émet du CO2, Deezer émet du CO2, votre ordinateur va chauffer un petit peu plus à cause de ça, et on devrait le prendre en compte. Alors, on devrait s'arrêter à un endroit, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un protocole qui existe, qui s'appelle le GAG protocole, qui permet de découper ça en 3 scopes. Donc le scope 1, c'est assez facile, c'est ce qu'on brûle directement. Donc à moins que votre entreprise brûle du gaz pour faire fonctionner vos ordinateurs, il y a peu de chances que ce soit très impactant. Scope 2, ça va être l'achat d'électricité, tout simplement. Et scope 3, c'est les émissions indirectes, ce qu'on appelle value chain emission. Donc ça va être par exemple les voyages d'affaires, l'achat de matériel, mais aussi du coup les services
service cloud. Donc, typiquement, si vous avez, c'est celle-là toute la subtilité, si vous avez un data center dans votre entreprise, l'électricité utilisée par le data center, c'est dans le scope 2, mais si vous avez un compte chez AWS, c'est dans le scope 3. Je trouve que c'est pas très lisible, mais bon, c'est comme ça que ça se fait. Donc, pour reprendre l'exemple de Mozilla, alors ils l'ont pas totalement refait depuis 2019, ils l'ont un peu mis à jour, je vous laisserai voir sur leur site, mais ils rentrent beaucoup moins dans les détails et surtout à partir de 2019, ils ont fait qu'en 2019 l'effort de mettre l'utilisation de leurs produits, ils l'ont viré dans les après et ils expliquent pourquoi. Mais grosso modo, on voit que le cloud, ça émet chez eux 5 tonnes d'équivalent CO2 par an. 5000 tonnes d'équivalent CO2 par an, ce qui correspond à un peu plus, allez, on va dire 6000 vols aller Paris-New York. Et du coup, l'usage de leurs produits, c'est effectivement, il est beaucoup plus. Donc les entreprises, comment elles gèrent ça? Pour l'instant, elles essayent de faire à peu près 2 choses. Première, c'est faire de l'offset, de la compensation, planter des arbres, hein, disons-le clairement. D'où les petits Ewoks. Et un autre levier d'action, c'est l'élimination. Donc c'est simplement ne pas émettre de CO2, éviter d'émettre de CO2. Alors moi, je suis plutôt partisan de la deuxième solution. Ça me paraît logique. Et après, on entend des termes que je voudrais expliciter ici. On entend des termes de carbone neutral, de net zéro, de 100% renouvelable. Par exemple, des Azure, des Google et des Amazon, ils aiment bien communiquer avec des termes qui ressemblent à ça, voire même carbone négative, ce genre de choses. Donc, ce qu'ils appellent carbone neutral, c'est que ça va se focaliser sur l'offset, à savoir la compensation. Donc, en gros, on change rien aux émissions, on va juste planter des arbres qui correspondent à ces émissions. Le net zéro, c'est d'abord on élimine, on émet moins de CO2, et ensuite, ce qui reste, parce qu'il reste toujours un petit truc, on essaie de l'offset. Et quand il parle de 100% renouvelable, alors si vous arrivez à avoir l'info, c'est génial. On ne sait jamais s'il parle de powered by ou match by. Donc powered by, ça veut dire que l'électricité qui arrive dans leur data center, on est sûr à 100% que chaque électron vient d'une centrale renouvelable. Donc en gros, s'ils sont sur une navette spatiale isolée et qu'il y a un générateur solaire, oui, ça peut exister, mais souvent c'est par match buy, c'est-à-dire ils achètent sur le marché de l'électricité renouvelable ce qui correspond à peu près à leurs émissions, à leur usage. Ou par exemple, ils mettent l'équivalent de leur utilisation sur 24 heures en panneaux solaires sur le toit. Donc, évidemment, c'est bien sur le papier, mais vous savez comment ça fonctionne le jour et la nuit, et la nuit, du coup, ça marche pas. Mais pourtant, ils ont produit autant d'électricité qu'ils en utilisent. Voilà. Moi, j'appelle ça du greenwashing. Donc, comment on peut mesurer une infrastructure? Alors, il y a première chose à faire, intuitivement, c'est le pifomètre. C'est le doigt mouillé. Et ça marche parfois. Alors, on va faire un petit test ici. Si vous décidez d'écrire un texte, si vous avez le choix entre le faire vous-même ou utiliser ChatGPT, levez la main si vous pensez que l'humain émettra moins de CO2 que ChatGPT. Alors c'est faux, d'un ordre d'à peu près 1000 dans certains cas. Voilà, donc il y a un article qui est sorti cette année qui montre en fait que la production de texte par une IA est beaucoup moins émettrice de CO2 qu'un humain. Parce qu'un humain, il va passer 2-3 heures avec son ordinateur allumé, alors qu'un LLM bien fait, typiquement, il va produire ça en quelques secondes, très facilement. Alors, c'est sans doute questionnable. J'avoue que j'ai pas lu l'article en entier. Il y a un petit QR code, je vous invite à le faire. C'est une belle digression dans ma présentation, donc je vais pas m'attarder là-dessus. C'est juste pour montrer en fait que parfois l'intuition peut nous tromper. Mais au final, ça reste quand même de l'électricité, ça reste comme des serveurs. Je vais pas vous faire un cours parce que ça me paraît à peu près évident pour une audience comme le Breastcamp, mais l'électricité est produite par des centrales électriques. Il y a une partie d'électricité quand elle arrive dans un data center qui est perdue par le refroidissement. C'est pour ça qu'on parle par exemple de PUE. PUE, c'est combien d'électricité on a besoin d'injecter dans le data center pour au final avoir 1 kilowatt disponible pour les machines. Donc typiquement, un data center comme Amazon ou Google, ils sont dans les 1,1, 1,2. Historiquement, d'autres data centers d'opérateurs français assez connus étaient autour de 4, 5, 6, voire plus. Voilà. Et donc du coup, quand vous avez une application qui tourne sur un data center, votre infracloud, vos Docker, vos Kubernetes, etc., finalement, ça occupe un petit espace sur des serveurs du data center. Donc si on arrive à mesurer quel est ce petit espace, et si on connaît le PUE et la consommation du data center, finalement, on arrive à faire des calculs. Voilà.
il y a la nouvelle formule SCI qui a été acceptée dans l'ISO, donc c'est officiellement comme ça qu'on calcule. Alors c'est assez bateau au final, parce qu'il suffit de mesurer, ça commence par multiplier l'énergie consommée par son software ou son petit bout de conteneur, par l'intensité énergétique instantanée ou en moyenne du réseau électrique dans lequel on est, auquel on ajoute les émissions de CO2 qui a été nécessaire pour la fabrication du matériel. Sauf que vous allez me dire, comment on calcule le E, comment on calcule le I, ça il ne le précise pas. Donc du coup, en termes de vocabulaire, on parle effectivement en électricité, on parle en kilowattheure, en émissions de carbone, on parle de grammes de CO2 équivalent, parce que comme j'ai montré tout à l'heure, il y a d'autres gaz qui sont émis et qui sont émetteurs de CO2. Le consensus est d'utiliser un ratio et faire en sorte qu'on retombe sur du gramme de CO2. Typiquement, le méthane, on divise ça par une 70 à peu près pour retomber sur du CO2, pour donner un équivalent. Et donc du coup, l'intensité carbone, c'est du gramme de CO2 par kilowattheure, et donc du coup, à la fin, le résultat de la SCI, c'est du gramme de CO2 par heure, du coup, ou par unité fonctionnelle, ça peut être par utilisateur, par ce que vous voulez. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que effectivement, ça fait un peu magique. J'essaie de rentrer dans les détails. Donc, admettons, vous avez une machine M4 large sur AWS que vous utilisez à 50% de sa puissance. C'est donc 10 Wh. Alors, on va passer sous silence comment je suis arrivé à 10 Wh. Mais c'est comme ça. On multiplie par le PUE d'AWS en Irlande. Ça, c'est des données qui sont assez connues. Ils sont à peu près 1,2. Et on multiplie par l'intensité énergétique en Irlande, dans cet exemple-là, qui est en moyenne de 316 grammes de CO2 par kilowattheure. Et du coup, on arrive à un petit chiffre. Ensuite, pour le M, donc qui est du coup les émissions de CO2 dues à la fabrication du matériel. Évidemment, si vous faites tourner un petit Docker sur un gros serveur dans un data center, vous n'êtes pas responsable de toutes les émissions dans cet exemple-là, 4 tonnes de CO2 nécessaires à la fabrication de ce matériel. Donc, on peut le proratiser au temps, au pourcentage d'utilisation. Donc il y a différents outils, je vais montrer tout à l'heure, qui permettent d'avoir ces informations-là. Et donc à la fin, on fait les petits calculs. Voilà. Normalement, j'ai corrigé, j'avais une erreur. Donc il y a des données qui sont accessibles, d'autres qui sont moins accessibles. Une accessible, c'est l'intensité carbone de chaque réseau électrique. Alors il y a une conf qu'on a parlé aussi hier et qui a fait une petite démo, donc je vous laisserai la revoir, c'est assez intéressant. En fait, on arrive à voir sur Electricity Maps notamment l'intensité carbone de pays. Alors là, c'est la slide, elle date de l'hiver 2022, je crois l'hiver où en fait on avait perdu la moitié des centrales nucléaires, donc le chiffre est assez haut. En moyenne, en France, on est autour de 40, 50, voire même moins peut-être aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de panneaux solaires qui doivent fonctionner très bien. Et du coup, voilà, il y a des grosses différences par pays. Il y a des choses qui sont un petit peu moins disponibles. Du coup, si vous arrivez à savoir quel modèle précis de CPU vous utilisez quand vous démarrez une machine chez AWS, bon courage. Donc du coup, et même quand vous l'avez, quel est le profil du CPU? Est-ce que le CPU il a un profil linéaire en fonction de son utilisation? Est-ce qu'il a un profil... on ne sait pas. Enfin, on sait pas. Il y a des benchmarks, il y a des estimations, des coefficients. Mais finalement, travailler avec des coefficients, ça suffit souvent. C'est-à-dire que si je vous dis que, par exemple, tel type de CPU, il consomme 10 kWh, et finalement, bon, en général, c'est à peu près entre 5 et 10, on va dire, et que du ARM, ça consomme 1, bon, même si le chiffre il n'est pas méga précis, même si le profil n'est pas trop connu, au final, 10 versus 1, on arrive à voir à peu près lequel est le mieux quand même. Et ensuite, quelque chose qui est un peu moins connu, c'est la météo. Tout simplement, les renouvelables dépendent beaucoup de la météo. Donc, si on veut faire une grosse tâche de calcul et qu'on veut l'optimiser pour qu'elle émette le moins de CO2, on va avoir tendance à chercher, surtout dans les pays où il y a beaucoup de renouvelables, le moment où ça sera intéressant. Donc, au-delà du jour et de la nuit, la météo, malheureusement, au-delà de 3-4 jours, ça commence à être un peu compliqué. Donc heureusement, il y a des outils qui vous permettent de faire tous ces calculs, ces estimations. Donc déjà, si vous êtes chez un des gros cloud providers, et je pense que tout le monde est en train de s'y mettre, ils commencent à sortir des petites calculettes qui vont vous sortir les émissions de CO2 de votre plateforme. Le problème, c'est que c'est assez opaque. Par exemple, chez AWS, il semblerait qu'ils prennent en compte toutes leurs compensations. Et donc du coup, typiquement, si vous avez une infrastructure chez AWS à Paris, il y a une grande chance qu'ils vous affichent 0 en permanence. Voilà. Oups, j'ai remis le même slide que tout à l'heure. Il y a d'autres outils qui sont un peu plus neutres, on va dire. Donc, Cold Carbon Footprint, donc c'est un outil qui est open source, qui va finalement faire à peu près la même chose que ce que les autres dashboards font, mais de manière un peu plus neutre, à savoir, il va se connecter aux API de billing d'AWS et GCP, regarder combien de temps vous avez utilisé une instance,
quel est le mix énergétique dans le pays dans lequel il y a cette instance, utiliser des ratios, parce que forcément, ils n'ont pas accès, enfin, ils pourraient, mais en tout cas, l'outil tel qu'il est, il n'a pas accès à l'usage réel des CPU, de la RAM, etc., etc. Avec 2-3 petites estimations, ils arrivent à vous donner des choses assez intéressantes. Et je vous invite à aller voir le site, il y a une petite démo avec laquelle on peut jouer, et voilà, c'est pas si facile à mettre en place, il faut faire un petit peu de tuning avec les rôles sur AWS et tout, mais en tout cas, c'est totalement faisable, et c'est un peu l'état de l'art pour l'instant. Disons-le clairement, la plupart des entreprises avec qui j'ai discuté, tout le monde utilise Cloud Carbon Footprint, dire faute de mieux. Il y a un autre outil qui est absolument généraliste, donc c'est pas que sur le cloud, ça peut être sur le fret, ça peut être sur n'importe quoi. On va lui donner des données en entrée et il va nous dire combien ça émet de CO2, de manière très simple. Là, j'ai fait un exemple avec sur Azure, en UK, avec une machine H8 pendant 24 heures, et il arrive à me dire qu'au total, ça a émis 0,74 kg de CO2. Voilà, donc c'est super intéressant. Quelque chose d'un peu plus français, donc c'est un groupe qui fait de l'open source, s'appelle Boavista, qui fait plein d'évangélisation, on va dire, sur ce sujet, mais aussi qu'ils ont sorti plusieurs outils, dont un que je vous ai mis le petit screenshot. Donc c'est la même chose que ce que vous avez à droite, à savoir ils ont fait une petite UI pour jouer un petit peu avec. Pour l'instant ils font que AWS, mais j'ai déjà vu passer des pull requests sur Azure qui vont bientôt arriver. Et du coup on arrive à voir en mettant voilà tel type de machine. Alors on peut aussi mettre le nombre de CPU et enfin des machines qui sont en dehors des clouds et qui vous donnera les émissions de CO2. Alors petit point d'attention, il considère que l'embodied d'énergie, donc l'énergie de fabrication, vous en êtes responsable intégralement, même si vous utilisez la machine 1 heure. C'est vrai que si vous utilisez une machine 1 heure, vous achetez une machine et vous l'utilisez que 1 heure, elle a quand même été payée en termes de CO2 pour sa fabrication. Mais bon, voilà, il y a malheureusement, il n'y a pas encore de standard qui est mis en place sur ce genre de choses. Encore quelque chose d'assez intéressant, ça permet d'aller vraiment mesurer, donc Scafandre permet d'aller vraiment mesurer la consommation du CPU directement. Alors ça ne marche pas vraiment sur le cloud, ça ne marche pas vraiment sur de la virtualisation, parce qu'il faut avoir accès directement aux métriques de la machine. Mais néanmoins, voilà, c'est quelque chose qui existe. C'est plutôt quelque chose de l'ordre du bon outil pour faire une belle démonstration et comprendre un petit peu les enjeux. J'ai pas encore réussi à trouver des applications industrielles, mais en tout cas, sur le papier, c'est top. Et ça marche que sur certains types de CPU, parce que forcément, ça va chercher dans les informations sur son Linux, et voilà, toutes les versions n'ont pas ça de dispo. Et mon petit bébé, on va dire, donc j'ai commencé, donc je vous parlais tout à l'heure, ça fait une plateforme qui permettra de faire tous ces calculs-là pour vous, mais il faut bien commencer par un bout. J'ai fait un petit outil en ligne de commande qui permet d'estimer les émissions d'un projet de Terraform. Alors pourquoi Terraform? Parce que c'est l'outil d'infrastructure as code peut-être le plus utilisé. J'ai pas des chiffres, mais c'est en tout cas très répandu. Mais en tout cas, finalement, un projet Terraform, c'est finalement un inventaire des machines qu'on veut mettre en prod. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas faire les calculs? Et oui, on peut arriver à faire des petits calculs comme ça. Et j'aimerais beaucoup insister sur la Green Software Foundation. Donc, c'est une fondation mondiale dans laquelle sont impliqués des grands Intel, Google, Microsoft, je sais plus. Et ils essaient de faire des choses à peu près standards, plein de produits open source, plein de documentation. Ils ont une petite formation, une petite certification, très facile à faire. Et ils ont une première liste qui s'appelle Awesome Green Software, dans laquelle ils essaient de recenser tous les outils de ce goût-là. Ils ont deux projets qui sont, je trouve, assez intéressants. Le premier, c'est le CarbonAware SDK. Donc, c'est une API et le SDK qui va avec, qui permet de pouvoir, dans le code, récupérer les émissions de CO2 et faire tous ces petits calculs-là, si vous voulez vous amuser à les faire de manière programmatique. Et ils ont aussi quelque chose qui s'appelle Impact Framework. Donc l'idée Impact Framework, c'est d'avoir une pipeline qui soit plug and plugable, où on va dire en entrée, on veut analyser par exemple du Azure, et on utilise le plugin qui est capable d'analyser du Azure, un autre plugin pour avoir la méthodologie, il y a plusieurs méthodologies de calcul qui existent, et un plugin d'output. Donc du coup voilà, tout ça c'est des choses. Alors c'est très récent, l'Impact Framework il date de cette année, donc tout n'est pas disponible, tout ne marche pas encore tout bien, il y a encore beaucoup de choses à faire à la main, c'est pas encore tout prêt sur étagère, mais en tout cas ça existe. Donc maintenant qu'on a fait la mesure, on aimerait bien réduire. Donc un premier truc à faire, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Alors je vous invite fortement à voir la conf juste avant, il y a
1 heure. Voilà. Peut-être que le thème, ça sera Retour vers le futur dans ce cas-là. Mais du coup, la conf d'Emmanuel tout à l'heure était extrêmement bien sur ce sujet pour montrer concrètement comment on peut faire de l'éco-conception. Au-delà du RGESN, qui pour être très honnête, dès qu'on sort du front-end, il y a 5 règles. C'est encore assez limité, mais en tout cas, ça existe. Voilà. Donc une fois que notre code il est propre, il est optimisé, il fonctionne très bien, du coup, on cherche à optimiser l'infrastructure. Donc un premier truc à faire, peut-être, c'est de migrer vers des hyperscalers. C'est vrai que quand on a des data centers à la maison, on a tendance à acheter plus que ce qu'on a besoin. Forcément, si on a un pic de charge, il faut bien pouvoir l'absorber. L'avantage du cloud, c'est que ça permet de pouvoir payer à la demande. Et donc mathématiquement, il y a des effets d'optimisation sur la masse comme ça, quoi. Et en plus, du coup, ils investissent énormément. Alors, ils disent des carbones négatifs pour Microsoft en 2030, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup sur leur PEA, à savoir optimiser le refroidissement des data centers. Quelque chose qu'encore une fois, quand on le fait, quand on a une petite PME et qu'on le fait avec ces petits racks qu'on a à la cave, c'est pas toujours évident. Et voilà, un autre petit projet, je voulais parler, Denver à Nantes encore, qui essaie de faire un data center flottant sur l'Erdre, donc qui sera naturellement refroidi par l'eau. Et c'est assez intéressant. C'est un petit démonstrateur. Voilà, c'est assez intéressant là-dessus. Mais où finalement, on se dit bon, si je réduis ma facture, je réduis mes émissions grosso modo, parce que ma facture, ça représente ce que je paye au data center, au cloud, et le cloud, c'est sans doute au prorata des ressources que tu as achetées, l'électricité, etc., etc. Donc si je réduis ma facture, je réduis mes émissions. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter à essayer d'aller jusqu'au gramme de CO2 par kilowattheure. Donc on va faire un petit quiz. Il y a eu une émission Burger Quiz sur Star Wars. Donc j'étais obligé de mettre comment il l'avait appelé? Ouais, Shabazz Hutt. Et en fait, il est en Yoda là. Enfin bref, voilà. Donc, si vous achetez une instance réservée sur AWS ou n'importe quel cloud, en gros, pour les 3 prochaines années, vous allez avoir 50% de réduction. Donc, à votre avis, levez la main si vous pensez que ça va avoir un impact sur l'argent, sur les coûts. Oui, effectivement, ça a un impact sur les coûts, sur le CO2. Absolument aucun. On est bien d'accord. Fonction serverless maintenant. Est-ce que ça a un impact sur les dépenses ? Oui, ça devrait avoir un impact sur les dépenses. Et encore, ça peut se discuter, parce que souvent, ça peut même faire l'inverse. Et en termes de CO2, effectivement, du coup, la fonction, elle est utilisée normalement que quand on en a besoin. Donc, en théorie, il y a un impact. Mais bon, je veux bien qu'on mette impact négatif et qu'on clique sur le rouge si on veut en discuter. Justement, c'est compliqué. L'autoscaling, du coup, donc c'est le fait d'avoir des machines la taille du cluster qui dépend du trafic qu'on a dessus. Est-ce que ça a un impact sur les dépenses ? Évidemment oui. Sur le CO2 ? Évidemment oui. Donc c'est les deux. Si on migre son infrastructure de Paris vers Dublin, en Irlande, pour prendre le cas d'Amazon, est-ce que ça a un impact sur les finances ? Oui. Est-ce que ça a un impact sur le CO2 ? Oui. Mais pas dans le sens où on pense. Là, on est dans le cas typique où on a potentiellement une réduction de 4% des coûts. Alors, j'ai pris une machine au pif, mais il y en a qui ont réussi à aller beaucoup plus, parler de 15%. Il y a un copain qui me parlait dans son entreprise qu'ils avaient calculé 15%. Alors, je sais pas comment ça arrive à ce chiffre, mais bon, voilà, c'est significatif. Tout simplement, l'Irlande, c'est un paradis fiscal pour les data centers. Donc, voilà. Par contre, en termes de CO2, eux, ils n'ont pas les centrales nucléaires qu'on a en France. Alors, je veux pas avoir un débat sur les centrales nucléaires, mais en tout cas, en termes de CO2, c'est mieux que des centrales à charbon, comme il existe encore en Irlande. Voilà. Voilà. Petite blague, mais je sais que c'est pas le bon film. Mais c'est le même producteur. Bref. Donc si on veut aller plus loin, donc maintenant qu'on a fait des bons efforts de réduction, il y a un concept qui s'appelle Carbon Awareness. Donc c'est aller encore plus loin, c'est plutôt que de faire ces modifications statiques, est-ce qu'on ne peut pas optimiser ça de manière dynamique? Donc ce qu'on appelle Carbon Awareness, c'est avoir son infrastructure ou son software qui s'ajuste en fonction du mix énergétique du pays dans lequel il est et de ses propres émissions. Il est conscient de ses propres émissions. Voilà. Donc du coup, il y a 3 leviers qui sont à peu près évidents. C'est de redimensionner l'infrastructure, la déplacer ailleurs ou, pour les tâches asynchrones, de faire du scheduling assez intelligent. Voilà. Oui, juste pour vous donner les 2 chiffres, 20 c'est à peu près ce que, quand j'avais fait la slide, c'était à peu près ce qu'il y avait en France, et 500 c'était à peu près ce qu'il y avait en Allemagne à un instant T. Donc pour vous montrer l'écart qu'on peut avoir. Donc là, en allant en Allemagne, on multiplie par beaucoup.
Donc premier truc à faire, c'est ce qu'on appelle temporal shifting. Donc c'est ce que je répète tout à l'heure sur le scheduling. Donc l'idée, c'est de se dire, finalement, si on a une tâche asynchrone à faire, on a un modèle d'IA entraîné, on a des vidéos à processer, machine learning, tout le monde a des grosses tâches asynchrones à faire. Si on fait pendant le moment de la journée où l'électricité elle sera moins carbonée, autant le faire à ce moment-là. Ça sert à rien de le faire clic tout de suite. Donc chez Google, il y a un petit graphe qui montre à peu près les optimisations qu'ils ont fait, qui est assez parlant. Mais en gros, on parle d'aller à des 45%, voire 99% de réduction de CO2 en faisant ça sur les tâches asynchrones. C'est assez intéressant. Et donc, pour prendre un petit exemple, ChatGPT 3.5, c'est les données les plus fiables que j'ai réussi à avoir. Ça émet autant que 400 vols Paris-New York. Alors, c'est beaucoup, mais c'est pas si tant que ça finalement. Mais bon, c'est ce que c'est. Mais par contre, en Californie, une journée typique, c'est une journée typique d'avril, il arrive qu'il y a une énorme différence en termes de production d'électricité, où pendant la journée, on a beaucoup de solaire et beaucoup de vent. Et parfois même, ça arrive, alors c'est ce qui se passe au-dessus, un petit peu grisé, il y a plus d'électricité qui est produite que la consommation. Et parfois même, pendant quelques minutes, c'est ce qui est entouré, il y a plus de production d'énergie renouvelable que de consommation. Donc, qu'est-ce qui arrive à cette électricité? Elle est perdue, elle est mise à la masse. Point. Donc, elle n'est pas utilisée. Est-ce que, quand ils ont entraîné ChatGPT, ils ont fait attention à ça? Est-ce qu'ils l'ont fait quand ils étaient contents et qu'ils voulaient lancer le truc et qu'ils l'ont fait à minuit et là, c'était que du gaz naturel? Ou est-ce qu'ils l'ont fait à midi où là, c'était que du solaire excédentaire, donc du coup, virtuellement neutre en CO2? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une piste d'action. Une autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle demand shaping. Donc le demand shaping, c'est le fait d'ajuster la qualité, la demande. Alors le mot demand shaping, il est un peu questionnable, mais c'est ajuster la qualité de service, on va dire, au mix énergétique. Donc encore une fois, le mix énergétique dépend au fur et à mesure de la journée. Et il y a déjà des projets où il y a des universités. Alors évidemment, je ne vois pas Netflix faire ça, mais il y a des universités qui se sont posées la question, est-ce qu'on ne pourrait pas changer la qualité de la vidéo en fonction du mix énergétique? C'est-à-dire que si on a une belle nuit d'hiver, ils ont été très loin, ils ont supprimé la vidéo, quand c'est très énergivore, enfin très émetteur de CO2, et gardé que le son. Donc c'était pour des replays de cours, donc les étudiants souvent ils les écoutent aussi plus qu'ils les regardent, donc c'était pas trop impactant. Et du coup la vidéo revenait que quand les émissions de CO2 redescendaient en dessous d'un seuil. On peut imaginer aussi une CI, on peut imaginer d'avoir les petits agents de votre Jenkins, la taille le nombre d'agents de votre Jenkins dépend non pas de la charge de travail ou de ce qu'on est prêt à payer, mais des émissions de CO2. Alors oui, effectivement, l'APR, elle va être buildée un peu plus de temps, ça sera mis dans le queue pendant un peu plus longtemps, pendant qu'il y a des pics énergétiques, mais au final, c'est des questions à se poser, tout simplement. Et dernier truc, donc c'est le spatial shifting. Ça fait très science-fiction, mais je l'ai pas inventé. C'est Green Software Foundation. C'est l'idée de finalement déplacer complètement son infrastructure, une partie de sa infrastructure, en fonction du mix énergétique. Alors il y a eu un papier qui est sorti dans la conférence haut de carbone en 2023, dans lequel ils ont montré une infrastructure dans laquelle ils visaient 2 data centers dans 2 régions différentes aux États-Unis et avec un load balancer géographique habituel, dans le sens ils redirigeaient la requête vers le serveur le plus proche du client pour avoir le minimum de latence. Et en fait, ils ont essayé non pas de prendre en compte la distance, mais de prendre en compte le mix énergétique, c'est-à-dire d'envoyer la requête, pas nécessairement au plus près, mais au moins émetteur de CO2. Et en faisant ça, ils se sont aperçus qu'ils avaient réussi donc à avoir deux infrastructures up, il n'y en a pas une qui... Voilà, ils avaient les 2 up, ils se sont aperçus qu'en faisant ça, ils avaient une réduction de CO2 de 21%, sans toucher à la latence du tout, et 51% avec une latence acceptable. C'est-à-dire, ce qu'ils appelaient acceptable, c'est que le client ne le remarque pas. Donc du coup, je trouve que c'est quand même une piste. Alors évidemment, en France, il y a une seule région, c'est EDF, donc c'est un peu compliqué. Il faudrait faire ça au moins au niveau européen, mais au niveau européen, ça veut dire que ça serait souvent la France, donc ça revient à peu près au même, on a de la chance ici. Par contre, si vous prenez, on peut regarder vite fait Electricity Maps. Hop. Si on regarde Electricity Maps, j'aime bien voir ça quand on voit au niveau de l'Europe, effectivement, on voit que c'est assez homogène par pays, il n'y a qu'une région par pays, et puis c'est souvent la France ou la Suède qui gagne. En l'occurrence, voilà, l'Allemagne est très bonne aujourd'hui, mais d'habitude c'est plus proche de la Pologne. Mais quand on passe l'Atlantique,
Voilà à quoi ressemblent les États-Unis. Donc du coup, oui, si on est en Virginie par là, si on a une tâche qui n'est pas dépendante d'une latence monstrueuse, ça serait peut-être intéressant de le faire dans un data center qui est, je sais pas, au Québec par exemple, si on peut. Pareil en Californie, le faire peut-être par là. Et donc pour regarder, ouais, encore une fois la Californie, on voit que les émissions de CO2 dépendent énormément de l'heure à laquelle il est. On voit bien le gros pic de solaire. Là où en Irlande, un peu près de chez nous, c'est à peu près pareil. On a des grosses différences. Voilà, c'est sur le vent plutôt, hein, l'Irlande. L'Allemagne, je crois que c'est beaucoup du solaire. Ouais, donc on voit beaucoup de solaire. Et puis la France, bon, il y a beaucoup plus de solaire que ce que je pensais. Mais le gros pot du paquet, c'est du nucléaire. Et le solaire arrive là. Voilà, donc c'est pas négligeable. Hein, ça veut dire que là, on est à peu près à du 20% d'électricité solaire actuellement en France. C'est pas négligeable. Ça à prendre en compte. Voilà, petite démo du coup. Alors pour cette démo, j'ai essayé de répliquer un peu ce que je vous ai expliqué sur cette histoire de papier qui essayait de balancer entre deux régions. Donc j'ai fait une petite infrastructure sur AWS, vous avez peut-être reconnu les logos, dans lequel je vais avoir un load balancer global. Donc alors pour des raisons pratiques, j'ai pris les trucs déjà clés en main chez AWS. Je m'évitais de me prendre la tête comment faire un load balancer multi-région, hein, voilà. Mais du coup, qui va rediriger les requêtes vers 3 load balancers qui servent 3 autoscaling groups différents, un en Irlande, un en France, un en Allemagne. Et ensuite, je me suis amusé à mettre, alors il n'y a pas de truc clé en main, hein, les autoscaling groups. Sur les autoscaling groups, ils sont, on peut leur donner soit des plages de temps dans lesquelles ils vont dire bon, on va mettre 10 machines pendant 1 heure, puis après 2 machines, etc., etc. Soit on peut le faire en fonction du trafic, en fonction de la charge des machines. Donc si on s'aperçoit que toutes nos machines sont à plus de 80% de CPU, on va décider de remettre une machine. Si ça redescend en dessous de 20% de CPU, on va en retirer une. Voilà, ce genre de choses. Bon, moi j'aimerais bien qu'ils mettent ça, mais du coup je l'ai fait moi-même. J'ai fait ce que j'ai appelé un carbon aware scaler, c'est-à-dire quelque chose qui va changer le nombre de machines dans chaque région en fonction du mix énergétique de chacune de ces régions. Alors en faisant, pour le cadre de ces démos, quelque chose d'assez radical, qui est de mettre à 0 les autoscaling groups qui sont dans les régions les plus mauvaises et mettre à 3, je crois, ou 2, je sais plus, les autoscaling groups dans les régions qui est la plus vertueuse. Donc dans cet exemple, en Irlande, c'est 61, données complètement fictives. Du coup, voilà. Et donc du coup, pour faciliter cette chose-là, j'ai pas branché ça sur un Electricity Maps parce que forcément, comme vous avez pu le deviner, ça sera tout le temps en France. Et il aurait fallu attendre plusieurs heures et il me reste 22 minutes, donc je vais essayer de faire ça avec un mock. Donc, je suis perdu. C'est là, oui, voilà. Donc du coup, j'ai fait une petite, plutôt que d'aller sur AWS, j'ai fait une petite interface de visualisation. On voit les 4 régions. Du coup, j'ai mis leur mix énergétique respectif et le nombre d'instances qu'il y a dessus. Donc là, c'est le cas nominal pour cet exemple-là. Donc la région la plus vertueuse théorique, c'est l'Irlande. Et ensuite, j'ai sur donc chaque machine, quand on l'interroge, elle répond juste en disant « je suis ici ». Donc là, elle dit « je suis en Irlande ». Donc c'est quelque chose qui est décidé par la machine. Quand la machine elle devient up, je vais interroger les métadatas d'AWS, je vais récupérer quelle est la région, et je vais coller l'ID de la région dans le script, un petit script JavaScript qui est loadé par l'HTML quand la machine est up. Donc c'est extrême. Si quelqu'un a une idée plus basique, je veux bien la voir, mais je me suis pas trop pris la tête sur ce point. Donc c'est le plus basique possible. Donc du coup, pour revenir à ce schéma-là, du coup la requête elle arrive, curseur, la requête elle arrive là. Du coup, lui il dit que de toute façon il voit que les 2 data centers ils sont down, donc il voit les 2 autoscaling groups sont down, donc ils vont l'envoyer que ici. Et donc la machine, elle se contente quand elle a démarré, on l'a formatée pour qu'elle dise je suis en Irlande. Et ici, je suis en France si c'est le cas. Donc du coup, en faisant ça, on a grosso modo la preuve que ça répond bien de l'Irlande. Alors on va faire la petite modif. J'ai fait. Donc comme je vous disais, c'est vraiment un mock. Donc il n'y a que 4 régions. Elles sont comme ça. Puis du coup on va le hacker. On va dire que finalement la France c'est plus 150, mais finalement c'est 50. Donc du coup on revient. Et là en théorie, on est passé de 150 à 50. Et donc du coup. Ici, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours l'Irlande parce que les machines elles apparaissent pas instantanément.
Mais en tout cas, voilà, déjà l'outil, le scaler, il a remarqué que c'était l'Irlande qui devenait la plus vertueuse, et voilà, il commence à avoir des machines qui apparaissent à cet endroit-là. Du coup, ça va prendre un tout petit peu de temps, évidemment, donc on va le laisser faire. Et donc, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à ce que, comme c'est là, la France devienne, bon, c'est pas le même exemple en termes de chiffres, mais vous avez compris l'idée. Donc, on s'attend que la France devienne l'heureuse élue, et donc du coup, qu'on dégage les machines en Irlande et qu'on laisse que les machines en France. Et voilà. Donc du coup, je vais continuer un petit peu la présentation. On reviendra après là-dessus. Donc pour conclure, je suis bientôt au bout de cette présentation. Comme je disais tout à l'heure, quelque chose à faire en premier, c'est de regarder les dépenses. Alors j'ai pas mis l'étape faire ça au doigt mouillé, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça marche pas toujours. Mais en tout cas, si on regarde les dépenses, à part les cas un peu dans les angles, c'est assez, ça me paraît être la bonne pratique de base. Moins on dépense, moins on émet de CO2. Ça me paraît le logique. Ah oui, petit truc aussi, c'est qu'on sait très bien qu'en France, en tout cas en Europe, le prix d'électricité ne dépend pas du mix énergétique. Donc du coup, finalement, voilà. Enfin, il y a les heures pleines, heures creuses, mais elles sont indépendantes de ça. Donc finalement, voilà, c'est moins on dépense, moins on émet de CO2, mais en tout cas, ça fluctue en fonction du mix énergétique quand même, quoi. Donc du coup, effectivement, l'étape 2, c'est moins de dépenses, c'est pas forcément moins de CO2. Ça peut être parfois l'inverse. Hein, rappelez-vous du cas de la migration en Irlande. Donc du coup, il faut se poser la question, c'est plutôt que de regarder les dépenses, c'est regarder l'énergie, parce que du coup, c'est pas une histoire de dépenses. Hein. Rappelez-vous les machines que vous achetez en avance, les instants spot, tout ce genre de choses. C'est beaucoup moins de dépenses, mais c'est tout autant de CO2. Donc du coup, il faut regarder l'énergie. Donc moins d'énergie, c'est moins de CO2, ça c'est déjà un petit peu plus vrai, mais il faut prendre en compte en plus le mix énergétique. Et pour finir, là, le Graal, c'est faire carbon awareness. Alors, il n'y a pas énormément, à ma connaissance, d'entreprises qui ont été jusqu'à la carbon awareness. Néanmoins, scheduler les choses de manière intelligente, c'est des choses qui commencent à rentrer dans les mœurs. Il y a déjà des entreprises des gens qui m'ont dit qu'ils attendent effectivement que, surtout en Amérique du Nord encore une fois, qu'ils attendent que le mix énergétique soit vertueux pour pouvoir lancer des indexations, des machins. Enfin, le truc qu'on met le cron à minuit systématiquement. Il y a même eu dans un hackathon, je ne me rappelle plus où. Je retrouve en off, c'est quelqu'un qui avait fait un cron carbon aware, c'est-à-dire qu'on cron quelque chose, on dit voilà j'ai envie de le lancer, quand ça sera, pas à minuit tout ça, mais quand ce sera dispo une fois par jour, quoi. Donc c'était quelque chose que je trouvais intéressant. Il y a Google, comme je vous montrais tout à l'heure, qui a fait déjà ça en interne pour leur data center, enfin pour leur usage interne, c'est pas disponible pour les clients. Bon, en tout cas, quand ils ont des tâches schedulées, c'est mis dans des queues et c'est dépilé que quand le mix énergétique il est vertueux. Évidemment pas tout, mais certaines choses c'est possible, quoi, voilà. Donc on va pouvoir revenir peut-être, je pense. Oui, normalement c'est bon. Et là, effet démo. Effet démo. Il y a un cache. Voilà. Donc du coup, voilà, on a bien migré à Paris. On a fait du time shifting. C'est classe. Voilà. Si vous avez des questions, donc je remercie le Brescamp évidemment. J'ai mis deux, trois noms de podcasts. Donc Environment Variable, qui est un podcast qui est fait par Green Software Foundation. Donc je vous invite à aller voir leur site aussi, il est bien fait. J'ai pris beaucoup de leurs slides pour la présentation. Et un autre podcast fait par Gaël Duez, donc qui est français, qui s'appelle Green.io, mais le podcast est en anglais. Mais la plupart des intervenants sont francophones. Donc voilà, c'est de l'anglais avec un gros accent français souvent. Et Boavista, qui est quelque chose de super intéressant à aller voir, notamment il commence à avoir des outils qui sont assez propres et qui commencent à être assez utilisés. C'est petit reproche que je ferai à Boavista, c'est que c'est assez francophone, et mais il commence progressivement à mettre des choses en anglais parce que on n'est pas tout seul dans le monde. Et ensuite, l'Institut numérique responsable a une petite certification qui se passe quelques heures de lecture, ça se fait très bien, mais en tout cas qui permet de mettre les choses à peu près au point dans sa tête avec au niveau du numérique responsable. Et n'hésitez pas à me contacter et laisser un petit feedback avec le QR code. Voilà. Si vous avez des questions. Merci pour la présentation. Il commence à y avoir des mécanismes très intéressants, mais quand on a un projet de Move to Cloud, oui. La démarche, sans pouvoir toucher le logiciel, on va dire, oui.
Est-ce qu'il y a une démarche qui est préconisée et qui permet d'avoir des étapes assez haut niveau Alors, ça dépend si tu fais ce qu'on appelle le lift and shift. C'est en gros, tu prends ton code tel qu'il est et tu le mets sur le cloud. T'as quand même, ce que je disais tout à l'heure, l'effet qui est que tu vas avoir le nombre de machines qui va correspondre pile à tes besoins. Et que tu vas pouvoir modifier en te disant, bon, finalement, j'ai choisi une T2X large et que j'ai besoin que d'une T2 large. Voilà, tu peux faire ça en un seul clic. Contrairement à acheter le matos où là, par contre, c'est un peu engageant, c'est un peu malheureux. Néanmoins, j'ai vu hier passer un petit coup de gueule sur LinkedIn de quelqu'un qui fait un peu foi dans le secteur, qui s'appelle Mark Butcher, qui a fait ce que son nom indique, Butcher, et il a descendu un article de AWS qui prenait un Rex exactement ce que tu proposes de faire, et selon AWS, ils arriveraient potentiellement à diminuer de 99% les émissions. Lui, il a fait le calcul. Alors je vais lui demander des sources parce que c'est un peu flou, mais il dit non, en fait ça multiplie par 675. Enfin c'est fois 675%, pardon. Voilà, donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de greenwashing. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit une alternative justement au simple lift and shift, ou en tout cas qui indique quelques bonnes pratiques pour avoir plusieurs zones. Ouais, c'est ça. Alors là, si tu peux aller un tout petit peu plus loin que le lift and shift, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est la dockerisation typiquement. Parce que ça permet dans ce cadre-là, ça permet uniquement de bourrer les machines au maximum. Voilà. C'est vrai qu'à l'ancienne, on avait tendance à mettre le petit microservice qui fait l'authentification, qui est appelé 3 fois dans l'heure dans une machine dédiée, alors qu'au final, il prend pas beaucoup de place si on le met à côté d'un truc qui a du sens, quoi. Voilà. Donc il y a ce genre de choses à faire qui sont intéressantes. Un autre truc à faire qui est intéressant, souvent à moindre coût, c'est d'utiliser par exemple les services managés, genre des RDS chez AWS, parce que souvent on choisit le MySQL ou le Postgre qu'on utilise déjà. Et alors ça marche ou ça marche pas, parfois il faut faire des petits ajustements, mais en tout cas ça peut fonctionner. Mais encore une fois, voilà, le problème c'est que j'insiste sur ce truc-là, il y a un vrai manque, alors je veux pas vendre mon produit, mais il y a un vrai manque d'outillage. C'est-à-dire en gros qu'il y a, même quand on essaye de faire le calcul, ça revient du doigt mouillé et ça vient des Mark Butcher qui commencent à sortir des calculs complètement inversés auxquels on comprend rien, quoi. Si je prends un parallèle, pour l'argent par exemple, les dépenses, c'est facile, hein, il y a un truc qui fait foi, c'est les dépenses, la facture. La facture, on a dépensé des euros, les euros ils sont sortis de notre poche, ils sont allés chez AWS. Pour le CO2, ça fonctionne pas comme ça. Ça pourrait fonctionner comme ça, mais ça fonctionne pas comme ça. Donc là, on y vient à coup d'estimation et malheureusement, on met pas de wattmètre au cul des machines et c'est pas possible. Voilà. Oui. Ouais, du coup, j'aurais rebondir là-dessus. Moi, j'ai voulu faire une estimation comme ça de l'impact CO2 de ma boîte. Et puis, je tombe sur on m'envoie une copie du billing d'Amazon dans lequel il y a un magnifique indicateur d'émission de CO2 qui m'explique qu'en étant sur EC2, j'ai finalement économisé tellement de CO2 que je peux en mettre 2 fois plus. Et faire au bon. Et évidemment, les métriques paraissent extrêmement opaques, comme tu l'as dit. Du coup, je m'interroge par rapport aux certifications à venir au niveau européen et les certifications SEC américaines, qui sont une forme de pression pour amener les gens à avoir ce genre de mesures. Mais si effectivement ils peuvent juste se reposer sur les rapports de leur hébergeur cloud qui leur dit allez-y, tout va bien, mais c'est même merveilleux d'être chez nous, ce genre de certification ne vaudra pas grand-chose au final. Alors, tu peux voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Souvent, les législations européennes, et rappelez-vous de la RGPD, c'était exactement ça. Au début, c'était n'importe quoi, puis au fur et à mesure, ça a commencé à devenir un peu réaliste. Donc, déjà, c'est une première étape. Il y a la CSRD qui arrive, les gens vont commencer à faire des calculs qui seront complètement faussés parce que des AWS, ils y vont à fond en termes de... Voilà. Par exemple, je sais que tout ce qui est produit à Paris est compensé par des champs solaires en Espagne. Voilà. Mais du coup, l'électricité la nuit, ça reste toujours comme ça. Voilà, c'est toujours que des trucs comme ça. Et puis leur méthodologie, elle prend pas en compte plein de trucs. Si on rentre dans les détails, c'est très opaque et tout. Par contre, pour reprendre le verre à moitié plein, ils ont signé, alors je sais pas c'est quoi, une charte, je crois, quelque chose, avec la Green Software Foundation, associée à Google et à Azure, pour arriver à avoir une méthodologie validée par la Green Software Foundation qui permette de calculer ça de manière correcte. Alors,
Il y aura toujours moyen de détourner ça, parce qu'effectivement, voilà. Mais c'est complètement opaque. Et c'est pareil, il y a des trucs, ce que je montrais tout à l'heure, le scope 3. Je dirais que je suis un peu passé assez vite là-dessus, mais ça m'a fait à chaque fois bondir de voir que finalement, on définit ce qu'on met dans le scope 3. Donc c'est-à-dire que si on s'appelle, je sais pas, Elastic, qu'on a notre cloud qui émet, qui est une grosse partie de l'activité de la boîte et qui est en plus une boîte en full remote, donc du coup ça veut dire qu'il n'y a pas trop de bureaux à chauffer. Il y en a, mais il n'y a pas trop de bureaux à chauffer tout ça. On imagine qu'une grosse partie de l'impact de CO2 c'est le cloud. Ben, comme le cloud c'est du scope 3 et que le scope 3 ce qu'on met dans c'est optionnel, Elastic pourrait décider que non, je mets pas le cloud dedans. Ils le font pas, hein. Mais on sait pas. Enfin voilà. Donc qu'est-ce qu'ils mettent, on sait pas. Ça va arriver, en tout cas, voilà, c'est ce que je dis. Il faut voir le verre à moitié plein aussi de temps en temps, et c'est que la législation est en train d'être mise en place. Et souvent, ça commence par déjà faire voilà, et puis après il y aura des standards qui seront mis en place, et puis après ça sera tamponné par la loi, et voilà. Mais regardez les coûts déjà, c'est bien. Tout ça pour dire, ça. D'ailleurs, petit aparté, si votre entreprise utilise des outils de comptabilité carbone, type Watershed ou Greenly, ou il y en a d'autres, Aguaro aussi, qui utilise ServiceNow, souvent, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent un coût de grammes de CO2 par dollar dépensé, ou par euro dépensé. Alors évidemment, si vous utilisez machine réservée, vous faites diviser par 2, c'est magique. Vous avez divisé par 2 vos émissions, c'est magique. Mais en tout cas, c'est une première étape. Mais il faut déjà en être conscient, c'est que ces outils-là ne représentent pas la réalité, mais sont une estimation. Je n'ai même pas la grosse maille. C'est ouais. Une autre question, ouais. Oui, tu parlais d'outils qui permettaient de mesurer ses émissions par rapport aux machines, etc. Oui. Et après aussi de fonctions serverless, de service manager, tout ça dans les clouds. Il y a, de ce que j'ai compris, actuellement, il n'y a pas trop d'outillage pour quand on a une archi entièrement avec des lambdas qui vont dans du S3, du Kinesis, etc. Ouais. Mais on n'a jamais un pourcentage de CPU finalement. Il y a quelque chose pour mesurer ça à part la facture? Alors, le problème. Alors, si tu parles en estimation, le gros problème du serverless, c'est en estimation. Si tu me dis demain, je migre mon infrastructure et j'en fais du serverless, si tu me dis que tu vas réussir à estimer quels sont le nombre d'appels qu'il y va y avoir pendant combien de temps, etc., tu peux arriver à faire des calculs, mais sinon, faut lire l'avenir, quoi. Par contre, a posteriori, il suffit de lire la facture et par exemple, tu prends AWS, ils utilisent, ils ont tous. Je prends AWS parce que c'est tic de langage, on va dire, mais ils ont tous ce qu'ils appellent les CUR, Cost and Usage Report, où tu vas avoir, typiquement dans le cas des serverless, le nombre d'appels, la durée des appels, le nombre de CPU que ça a pris, le nombre de RAM que ça a pris, bref. Tu as tout ce qu'il faut pour faire les calculs. Et Cloud Carbon Footprint, de mémoire, pour le lambda, et les équivalents chez les autres, le fait. Donc du coup, il va regarder, voilà. En gros, c'est des mini conteneurs qui ont démarré pendant un certain temps. Ils arrivent à faire des estimations. Par contre, encore une fois, c'est des estimations qui, est-ce que c'est du CPU ARM, est-ce que c'est du CPU un tel, ça reste mais bon, voilà, au moins il y a déjà un premier truc. Oui. Merci pour cette conférence. Moi, j'accompagne beaucoup de clients sur l'aspect FinOps et Billing Model. Ouais. Et typiquement, on est déjà dans un métier nouveau sur lequel les clients savent pas trop quelle équipe doit porter tout ça. Et là, j'ai l'impression que pour la plupart de mes clients, c'est encore stratosphérique le fait de parler de Green IT. Enfin, c'est super à la mode, mais il n'y a pas un service Green IT, il n'y a pas. En gros, ils aimeraient bien avoir un indicateur, mais ils savent pas qui doit porter ça. Toi, t'en penses quoi? Ça devrait rentrer dans quel orga? Qui devrait porter ce genre de choses? Avec différentes entreprises que j'ai discuté, j'ai pas la réponse pour ça, pour être très honnête. On peut voir ça un petit peu pour la sécurité, pour faire un parallèle. C'est-à-dire que ça devrait rentrer dans l'ADN, dans les mœurs, ça devrait être la logique. Est-ce qu'il y a encore des gens qui mettent en prod des services sans qu'il y ait un mot de passe et sans que ce soit en HTTPS un peu sécurisé? Enfin, il y a une certaine logique à un moment donné. Donc ça devrait infuser dans toutes les équipes. Maintenant, quand il y a des équipes FinOps, et ça existe, Canva, typiquement, ils ont une équipe de 3 personnes FinOps, plus 3 autres personnes
qui sont dans la partie financière de la boîte, donc des FinOps, c'est-à-dire des ingénieurs qui font des outils FinOps, et plus 3 financiers associés à ça. Et eux, typiquement, c'est, je pense, le genre de personnes qui pourraient porter ce sujet-là, au moins d'une problématique macro. Et ensuite, normalement, les équipes techniques, ça dépend des entreprises, mais une équipe mature a son budget infrastructure. L'infrastructure, c'est pas le CFO qui détermine ça, voilà. Ils ont leur propre, voilà. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que le FinOps, pardon, il y a un outil qui s'appelle FinOps, c'est pour ça. Le FinOps, finalement, c'est une problématique d'ingénierie, c'est pas une problématique financière. Un auto-scaling group, c'est comment dire, c'est une astuce FinOps. Parce qu'au final, si on a le porte-monnaie large, on s'en fout finalement qu'il y en a une ou il y en a 10, ou on s'en fout finalement du nombre de machines si c'est scalable comme on veut. Donc du coup, l'auto-scaling, c'est clairement un truc FinOps. Donc du coup, ça veut dire que de la même façon que les équipes devraient avoir un budget infra, ils devraient avoir un budget en termes de CO2 infra, quoi, voilà. Donc du coup, il faut aller à l'équivalent. Enfin, tu as le CFO, tu as le Head of Sustainability, tu as les équipes FinOps, tu as des équipes GreenOps, ou c'est la même équipe qui fait les deux. Et après, chaque équipe technique, à son niveau, elle se met des objectifs, quoi. Decathlon, ils ont des objectifs financiers par développeur, par exemple. Enfin, un bonus par développeur s'ils font des bonnes pratiques d'éco-conception, par exemple. Voilà. Ouais, une autre question. Merci pour la présentation. Tu as évoqué très rapidement les cloud providers français. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une très grosse différence au niveau émission entre les très très gros providers américains que sont AWS, GCP, Amazon et des plus petits cloud providers européens? Alors, le problème, c'est que, encore une fois, c'est encore balbutiant, donc il n'y a pas d'études au sens large. Maintenant, je parlais tout à l'heure du PUE, et le PUE, c'est quelque chose qui, grosso modo, si on a son infrastructure chez Scaleway ou chez OVH, pour prendre ces exemples-là, faut leur demander quel est le PUE. Parce que s'ils sont basés en France, il y a de grandes chances qu'ils utilisent l'électricité produite par le réseau français, donc il n'y aura pas une grosse différence. Sauf s'ils utilisent des machines un peu exotiques et des choses comme ça, ça va être dans le même ordre d'idée que ce qu'il va y avoir du côté chez des AWS et des Azure. Si on met de côté tout ce qui est compensation, greenwashing et tout ça, et si on se concentre vraiment sur le kilowattheure, le seul truc à regarder finalement c'est le PUE. Donc si tu as un OVH qui dit on a un PUE de 3, l'année dernière on était 4, on a fait des efforts, en face à Amazon ils ont 1,2 quoi. Voilà. Mais par contre, voilà, Scaleway, je sais que leur data center à Paris, il a un PUE qui est comparable au grand AWS de Google, donc ça dépend. Ouais, je pense que le PUE c'est quelque chose à regarder en grosse priorité, quoi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions encore? Non. Il reste 2 minutes. On va pouvoir partir en pause 2 minutes plus tôt alors. Merci à tous.